Mixité des cultures entre goût universel et recherche d'authenticité, on en parle ici même à la tribune de Cial TV avec nos invités. Anne-Claire Paré, bonjour, vous êtes directrice du cabinet Bento, bienvenue à la tribune de Cial TV. Merci. Michel Reynard, vous êtes le directeur, alors le titre est long mais en gros innovation, qualité, c'est ça pour TNS Sofres, donc votre regard d'homme d'études nous sera précieux dans quelques instants. Yves-Marie Le Bourdonnec, vous êtes un infatigable créateur dans un métier que l'on a parfois qualifié de traditionnel. Ben vous êtes un boucher inventif, motivé, c'est bien ça? Oui, boucher militant. Boucher militant, mais formidable, j'espère, parce que les débats consensuels, on s'y ennuie vite, mais ce n'est pas le cas à la tribune de Cial TV. Alors, effectivement, mixité et culture entre goût universel, alors, la mondialisation, on en parle. La mondialisation dans les assiettes, ça fait peur. On n'en est pas encore là. Aidez-nous tout de suite pour lancer le débat, Michel Reynard, et bien de comprendre un peu ce qui se passe, votre éclairage et votre première analyse sur le sujet. Alors, je voulais cadrer le débat en essayant précisément d'éviter cette question un peu sempiternelle de la méchante mondialisation, synonyme d'uniformisation, qui s'oppose au local, à l'authentique, parce que d'abord c'est des débats un peu scabreux et qu'on a entendu. Oui, en plus c'est sans fin. Voilà, et tout à fait. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est de se poser la question du changement dans l'alimentation et de voir dans quelle mesure effectivement la mixité, l'exotisme y participer et de quelle manière et surtout pourquoi. C'est un peu comme ça que je vous propose de voir les choses, comment ça change. Tout le monde est d'accord, finalement... apparemment. Nos invités acquiescent déjà, donc il ne faut pas qu'on soit trop consensuel. Hein. Mais bon, ça a l'air de correspondre au cahier des charges. Allez, je vous rends la parole, Michel Reynard. La toute première chose que je voudrais dire, c'est faire un grand retour en arrière et dire 30 secondes que finalement les systèmes culinaires dans l'ensemble, juste pour rassurer un peu tout le monde, c'est effectivement des systèmes vivants, donc forcément des systèmes qui changent, il n'y a rien d'anormal à ça, et d'autre part des systèmes extrêmement stables, qui bougent quand même lentement, très lentement, pour des raisons assez essentielles. C'est que les systèmes culinaires, les grammaires de la cuisine et de la culinarité se permettent d'identifier ce que les gens consomment, ils comprennent ce qu'ils consomment, ils savent que c'est du familier et ça les autorise à incorporer de la nourriture. Évidemment, incorporer de la nourriture, vous savez bien que symboliquement, c'est quelque chose de très fort, de très impliquant, de symboliquement très puissant. Donc, première chose à avoir en tête, c'est que, pour rassurer tout le monde, on va dire, les systèmes culinaires, c'est des choses très stables. Ce n'est pas des choses qui évoluent à toute vitesse. Je veux dire, ça évolue un peu comme une langue. Hein. C'est vrai qu'au Cial, on a parfois l'impression que ça bouge énormément. Le couloir de l'innovation est quand même assez bluffant. Mais au niveau du comportement du consommateur, il y a de la stabilité. Du conformisme peut-être Du conformisme peut-être Pas seulement du conformisme. Ce sont encore une fois des systèmes très puissants qui n'évoluent que lentement. Certainement ça évolue beaucoup, mais ça, je ne sais pas, c'est un peu comme une langue. Lisez un texte du XVIe siècle dans la langue originale, ça a beaucoup évolué, peut-être d'ailleurs ne le comprendrez-vous pas, mais ça reste du français si on regarde les choses d'un point de vue technique, c'est la même chose. Voilà. Et TNS Sofres, qui vraiment analyse les attentes des comportements, les évolutions, nous dit ça bouge lentement. C'est bien ça la première idée. Le système bouge lentement. Après, il y a des tas de phénomènes tendances, qui, eux, sont très importants, bien sûr, des tendances et autres. Et il y a même, si on revient à la question des mixités, à la question de l'exotisme, il y a par exemple, sur un plan commercial, des choses extrêmement significatives qui pèsent lourd hein, dans le commerce. Donc, bien sûr, ça bouge, mais le système lentement. Voilà. Très bien, merci pour effectivement ce débat. Alors déjà, peut-être en réaction avec ce premier point, alors allons-y. Je prends le micro. Vous avez raison, il est à vous. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec l'analyse de monsieur. Néanmoins, c'est vrai qu'on a observé aussi quand même des changements très importants dans les modes de vie dans les 30 dernières années, on va dire, pour faire simple. Et c'est vrai qu'on a vu en tout cas que ça avait un impact très net en restauration. Par exemple, on voit que plus les gens voyagent, plus ils ont envie de découvrir des cuisines différentes au restaurant. Et un bon exemple, c'est les Allemands. Les Allemands sont les gens en Europe qui voyagent le plus, hein, puisqu'ils partent en week-end à l'étranger beaucoup plus souvent que les autres populations. Et comme par hasard, le nombre de restaurants ethniques a doublé entre 75 et 85. Donc on voit quand même que bien qu'il y ait, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ça, des grammaires assez structurantes et stables, on a aussi des phénomènes d'accélération, d'envie d'ailleurs, qui arrivent régulièrement et qui modifient aussi beaucoup la donne. Bien sûr, absolument.
Alors le voyage, c'est probablement pas quelque chose, même si c'est devenu un phénomène de masse, c'est quand même pas forcément quelque chose qui touche absolument tout le monde. Et puis effectivement, ces phénomènes-là, les phénomènes structurants, sont des choses différentes. Mais il y a plein d'autres phénomènes qui sont intervenus, qui vont de modifications techniques, la conservation, le transport, qui mettent à disposition aujourd'hui un énorme répertoire culinaire à la disposition, en tout cas des pays développés. Il y a eu d'autres choses qui sont les modes de vie, évidemment, le temps dont on a besoin, donc des cuisines plutôt d'assemblage, qui changent fondamentalement les choses et qui introduisent de la mixité. Il y a encore bien d'autres phénomènes. Le formidable aujourd'hui individualisme, en tout cas des sociétés, en tout cas européennes, mais probablement même dans beaucoup de sociétés développées, c'est le cas. Là encore, favorise tout un ensemble de choses sur lesquelles on pourra revenir. En tout cas, il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui qui poussent au changement et qui poussent à de la mixité culturelle culinaire. Absolument. Alors, mixité culturelle culinaire, c'est évidemment pour nos amis de la filière agroalimentaire une question. Vous aussi, à votre niveau, ça vous parle, cette notion de mixité culinaire, Yves-Marie Le Bourdonnec? Oui, alors moi, mon expérience est plutôt sur la viande, on va dire. Oui, mais justement, s'il y a bien un milieu qu'on considère comme traditionnel, il ne se passe pas grand-chose, enfin je caricature. Hein, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que de manière générale, la viande, par les anglo-saxons, est grillée et rôtie depuis des siècles. Et par l'Europe continentale, est plutôt bouillie et rôtie depuis très peu de temps. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le cheptel bovin, par exemple, qu'on a à disposition en Europe continentale, ne correspond pas tout à fait à la viande que qu'on espérerait avoir pour griller. Parce que pour faire griller et rôtir une viande... Vous êtes en train de me dire que si on mange de la semelle, c'est pas parce que la viande était mauvaise, c'est parce qu'elle n'avait pas été pensée pour être bouillie, pour devenir... C'est-à-dire que de manière générale... Gyudon japonais ou je ne sais quoi. Dans le monde, on fait griller des animaux plutôt jeunes et gras, ce qui est tout le contraire de notre cheptel d'Europe continentale, qui est plutôt très âgé, souvent en réforme d'une autre production, je pense. On récupère la vache laitière et on en fait de la viande, quoi, pour faire simple. Non, mais ça peut être aussi un animal qui fait des veaux et qui va faire un ou deux veaux, qui est destiné à la viande, mais la viande n'en est que sa seconde destination. D'accord. Donc moi, au travers des voyages que je fais, puisque j'ai l'occasion de faire un tour du monde, un peu de l'élevage, je m'aperçois que de manière générale, on va de plus en plus vers le grillé et rôti, et qu'il est temps qu'en Europe, on se pose des bonnes questions. On ne s'est pas habitué à ça. Aujourd'hui, notre production ne correspond pas à ça. Alors, est-ce que ça veut dire, j'entends d'un côté qu'il y a quand même une stabilité, j'entends aussi qu'il y a quand même des nouvelles attentes, des évolutions. Ça veut dire qu'on serait vraiment des suiveurs, on subit dans votre domaine, c'est un peu ça pour l'instant? Alors, je pense que c'est plutôt un accès à la viande qui est un espèce de marqueur social. Je sais pas, quand on évolue, quand les peuples évoluent, vont de plus en plus sur la viande, et la consommation de viande rapidement cuite est aujourd'hui ce que les gens recherchent de manière générale, parce qu'ils ont beaucoup moins de temps à consacrer à la cuisine. Aujourd'hui, de manière générale, je pense que toutes les nourritures, on est plutôt à la recherche de choses faites rapidement. Alors oui, on est plutôt. Alors ça, c'est une tendance forte. Alors je vous redonne la parole, Michel Reynard, pour la suite du décryptage des tendances. Oui, alors j'avais différentes choses. Il y a des choses importantes aujourd'hui qui structurent les changements en matière alimentaire, que probablement pas mal de gens connaissent, mais qui est par exemple toutes les préoccupations qui sont autour de la santé ou des préoccupations d'ordre sanitaire. On le sait très bien en France. Il y a une étude qui vient de sortir très récemment, Sofres, qui elle porte sur, pas seulement la France, mais beaucoup d'autres pays, y compris des pays a priori lointains comme la Chine, le Brésil. Et cette préoccupation santé, cette préoccupation sanitaire est très élevée. Et elle, évidemment, structure totalement les demandes aujourd'hui consommateurs. Alors j'ai des chiffres, puisque vous m'en demandiez. 51% des gens, tous les pays confondus, estiment que ce qu'ils mangent peut affecter leur santé aujourd'hui. Avec un pic extraordinaire en Chine, 93% des gens le pensent. Et en France, on est aussi assez élevé, 59%
alors qu'aux États-Unis, 33% des gens le pensent. Vous voyez, il y a quand même des disparités énormes, mais en moyenne, il y a une vraie préoccupation de ça. Oui, et puis c'est pas le genre de préoccupations qui d'année en année vont à la baisse. Hein. Exactement. Les préoccupations de santé, elles ne sont pas solubles dans la crise économique. Ça peut être, voilà, le haut de gamme peut-être, la santé certainement pas, j'imagine. Et autre chiffre, moi, qui m'a étonné à propos alors d'un autre ordre qui a à voir avec la santé, qui est que en moyenne, et là le chiffre est à peu près stable à travers tous les pays, à epsilon près, 75% des gens, aujourd'hui, Chine compris, États-Unis on peut le comprendre, se préoccupent de leur poids, d'une manière ou d'une autre. 75% des gens. Personnellement, moi, c'est un chiffre qui m'a un peu bluffé. Voilà. Donc ça, c'est une... Oui, parce qu'il y a un gros écart entre le taux d'obésité et les gens qui se préoccupent du sujet. Alors, c'est peut-être... Alors, d'où cette Est-ce qu'il y a une corrélation, d'ailleurs, entre les gens qui s'en préoccupent et le taux réel d'obésité? C'est très compliqué, c'est bourré de paradoxes, cet aspect des choses. D'accord, bon, alors on ne rentrera pas dans le détail, mais en tout cas, c'est peut-être un jour une émission dédiée à cette corrélation. C'est un des thèmes, d'ailleurs, de l'étude à laquelle je faisais allusion, qui est présenté, d'ailleurs, sur le CIAL. Hein. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le paradoxe ». De ses préoccupations et des comportements. Préoccupe, finalement, plus on est en bonne santé, c'est presque quelque chose comme ça. Voilà. Ah d'accord, bah, c'est quand même pas inintéressant. Ok, allez, je vous ai coupé, je vous prends la parole. parole. Non, mais je vous en prie. D'où, dans les tendances, mais ça c'est pas un scoop, une vraie recherche de sains, de naturels, d'origine, etc., d'authentiques du coup, hein, qui sont là pour rassurer et qui, bien entendu, je pense que les industriels ou les commerçants doivent s'inspirer évidemment de cette demande-là. L'exotique doit s'inscrire, en tout cas c'est l'une de mes conclusions, dans cette très forte demande. Je passe sur les facteurs. Il y a aujourd'hui 4 modèles qui pour nous sont exotiques, qui se sont imposés. Il y a le grand modèle asiatique, qui est celui qui aujourd'hui, en tout cas du point de vue des GMS, c'est quelque chose qui pèse le plus lourd de tous. Il y a le modèle US américain, celui que tout le monde regarde et qui, en tout cas du point de vue des GMS, pèse pas tant que ça. Voilà. Regarde, pas toujours avec sérénité d'ailleurs, hein, parce que d'ici ça débarque en Europe, bon sang, on parlait de santé. Et puis il y en a un troisième qui est important et qui pour nous est le plus familier, qui est le modèle méditerranéen. Et tous ces modèles-là se sont installés, alors je vais peut-être mettre un peu là, mais se sont installés sur des trends, des motivations très profondes, très générales, qui n'ont rien à voir en tant que tel avec l'exotique. Pourquoi Bento, vous seriez peut-être extrêmement bien placé pour en parler. Pourquoi le sushi et le poisson cru s'est imposé en France, mais aussi ailleurs, hein, il n'y a pas qu'en France. On le comprend assez bien, il y a de vraies raisons. Le sushi, et pour ne parler que de la viande qu'on fait bouillir, qu'on reconditionne ensuite dans des bouillons, dans le dashi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, tendance, on vient de parler de tendance asiatique, etc. Un éclairage peut-être. Et puis après, on parlait de santé. Hier, nous avions à la tribune la filière bovine. Aussi bien des représentants de l'Argentine, évidemment de la France et puis du Brésil, où là aussi les préoccupations de santé, plein de choses se sont dites, des choses intéressantes, des vérités et des inexactitudes énormes, ce qui fait que la viande, semble-t-il, a vraiment a subi cette tendance. Donc peut-être 2 regards sur ces tendances, ce qu'elles engendrent sur des filières, comme la filière bovine, et puis aussi sur les comportements d'achat. On va peut-être commencer par un regard asiatique avec vous, Anne-Claire Paré. Alors asiatique, parce que je m'appelle Bento, mais en fait, je vais revenir plutôt. En fait, ce qui m'a intéressé dans ce que vous venez de dire, et quelque chose qu'on partage beaucoup, c'est le besoin de réassurance des clients, des consommateurs par rapport à ce qu'ils ingèrent, qui est quelque chose qui est très présent. Et de façon en effet surprenante en France, puisqu'on a quand même une proximité des zones de production, de filières en fait, qui devraient normalement rassurer les gens. Et on se rend compte que la France est un des pays les plus angoissés en effet par rapport à cette mystère agroalimentaire. Et donc en restauration, ce qu'on observe, mais c'est aussi valable pour l'agroalimentaire, c'est à quel point le besoin de raconter l'histoire est important, de rassurer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très très présent et très important quand on imagine un concept de restauration. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer, donc les cuisines ouvertes sont un très bon moyen donc, de répondre à ça. Tendance, alors là, vraiment marquée de l'univers restauration. Cuisine ouverte, transparence. Tout à fait, et qu'on voit d'ailleurs arriver aussi en GMS, parce qu'il y a de plus en plus aussi de concepts qui ouvrent leur cuisine en GMS pour montrer justement que la cuisine est bien faite, qu'elle est faite par des experts, et on met en scène un peu un savoir-faire. Donc ça, c'est un des gros sujets actuellement. Théâtralisation, ouverture, d'accord. Alors, storytelling aussi, ok, deuxième axe, d'autres axes? Alors, l'autre axe donc, que vous évoquez, c'est l'axe santé, qui est en effet quelque chose qui est éminemment présent. Pourquoi? Parce que le marché se développe aussi sur le midi. Quand on voit les chiffres
en restauration. En tout cas, le moteur du marché, c'est le fait que les gens rentrent de moins en moins déjeuner le midi chez eux, donc développent vraiment les occasions de consommation en masse sur le midi. Le midi, on est sur une prestation qui est contrainte et sur laquelle la santé est importante. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi une des raisons du développement de la cuisine asiatique, qui a parfois à tort d'ailleurs, mais globalement une image de cuisine assez évoluée sur les parfums saines qui semble répondre à cette attente. Merci pour ce regard. Alors même réaction par rapport à votre univers que vous réinventez un petit peu, dans lequel vous faites bouger un petit peu les lignes. Bon, rappelez-nous un petit peu là, ces dernières années ce qui s'est passé dans la filière. Et hier, justement, pour un petit peu illustrer le débat, les représentants de la filière bovine nous disaient, alors effectivement, il y a une explosion du marché au niveau mondial, tant mieux, on va peut-être pouvoir vendre à l'international, mais en Europe, ça baisse, dans un certain nombre de pays occidentaux, ça baisse, et alors on sentait, est-ce qu'il faut se battre pour combattre la baisse, est-ce qu'il faut être fataliste? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça baisse en France. La consommation de viande en France chute terriblement, mais la production chute encore plus vite. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est obligé d'importer de plus en plus de viande de partout, pour plein de raisons. Parce que, je répète ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas un modèle qui est parfaitement adapté à ce qu'on recherche aujourd'hui. Alors, dans le mode de consommation, je vais vous parler en tant que boucher de quartier. Aujourd'hui, c'est vrai, je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai qu'aujourd'hui, on différencie deux sortes de consommation. La consommation quotidienne, la ménagère qui vient tous les jours chercher un steak haché, un steak, un émincé, des saucisses, un émincé, pour nourrir ses enfants et est très sensible à la teneur en gras, à l'origine de l'animal, à des choses comme ça. Alors puis vous dites qu'elle après, est très sensible parce que historiquement, le boucher, il coupait son morceau de viande, donc il est très sensible. Et ça veut dire aussi pour votre profession, le devoir d'informer. le devoir d'informer. Sauf que de storytelling, je pense malheureusement qu'en France, nous avons un fantasme de l'élevage qui est resté à Martine à la ferme. Alors, expliquez-nous ça. On ne se rend pas compte de ce qu'est l'élevage. On ne comprend pas trop notre élevage parce qu'on a voulu nous imposer un modèle. On nous a imposé un modèle. C'est les bouchers du 19e qui ont imposé le modèle des animaux très lourds, qui étaient des animaux parfaitement utilisés à l'époque de la viande bouillie, mais qui, à l'époque de la viande grillée, ne convient pas du tout. Et on reste on ne sait plus produire de la bonne viande sur ce modèle où on fait croire que c'est élevé dans une petite ferme champêtre, agréable. C'est très bien fait dans plein d'endroits, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça qu'aujourd'hui on produira de la viande qui correspondra à la demande. Si la consommation de viande chute aussi rapidement en France, c'est aussi parce qu'on n'a pas su adapter un produit qui correspond à la demande. C'est principalement ça. Après, il y a aussi Alors, je reviens à nos demandes de consommation. On a donc la ménagère qui vient toute la semaine, qui veut un produit sain, un produit pas trop gras, un produit qui va nourrir ses enfants ou nourrir la famille toute la semaine. Et puis après, il y a le mari qui vient le week-end et qui vient se régaler, voilà, et qui se lâche. Le qui vient acheter sa plaisir côte de beurre versus le quotidien. Qui, lui, est à la recherche d'un bon produit, qui tient la route, un produit où il va prendre vraiment du plaisir. 99% de gras au sein de la... Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est très simple. On veut manger de la viande grillée. Qu'est-ce que c'est que de la viande grillée? Comment on réussit le mieux la viande grillée? Avec un animal jeune et un animal qui a du gras. Et si on peut être indépendant du marché de la céréale, je pense par exemple au bovin, qui est un herbivore, il serait peut-être intéressant de s'intéresser à d'autres modèles que les modèles que nous avons actuellement. Eh bien, c'est important de le dire. Je vous reposerai peut-être encore quelques questions sur le sujet. Alors, en réaction avec ce qui vient d'être dit, Michel Reynard, d'autres éclairages, d'autres points? Oui, alors, la viande, c'est intéressant parce que elle chute, probablement aussi pour des raisons de perception de la viande, peut-être et même sûrement pour tout ce que vous dites. De coût également, vous avez raison. Et en même temps, par opposition, il y a des aliments qui, à l'inverse, ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Le poisson en est un exemple, et le poisson cru en est un. Pourquoi? Fondamentalement pour des questions de santé, en tout cas dans la perception des gens. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus sain ou moins sain, c'est pas la question. Mais en tout cas, le poisson est perçu. Le poisson a mieux défendu son image de produit de santé que la viande. Absolument, il est perçu comme un aliment sain. Il est perçu également comme un aliment sans gras. Or, on sait que nos civilisations, 75% des gens se préoccupent de leur poids. Évidemment, on est dans une civilisation très lipophobe, qui refuse le gras. Et pour également, je reviens sur le sushi une seconde, pas que le poisson, mais précisément pourquoi le poisson cru?
parce qu'il y a aussi dans le cru un fantasme de fortifiant, de fortification. Or, la crise fait que globalement, il y a une véritable demande de cet ordre-là, qui est de l'ordre évidemment des perceptions et des fantasmes, mais en tout cas qui est de cet ordre-là. Voilà pourquoi quelque chose d'exotique, il y a plein d'autres raisons également, mais en tout cas pourquoi il y a une telle adéquation entre ce développement assez extraordinaire depuis 20 ans du japonais, qui ne se résume certainement pas à du sushi, mais qui est l'emblème quand même du japonais. Voilà pourquoi le développement, entre autres, de ce phénomène-là. Merci pour cet éclairage. Alors, il y aura sûrement peut-être d'autres éléments, d'autres points. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais maintenant se tourner vers vous avec vraiment, vous êtes spécialiste, vraiment la spécialiste des nouvelles tendances de food service, de la restauration en France. En tout cas, vous êtes connue pour ça. Anne-Claire Paré, alors, mixité des cultures, ça se traduit comment? Quel courant d'innovation en restauration? Est-ce que vous pourriez nous illustrer vraiment cette tendance avec des exemples concrets, qu'on puisse voir un petit peu, je ne sais pas si on a quelques images, en tout cas, au moins, pas d'images, c'est pas grave, en tout cas, vous allez nous les illustrer. En général, j'en ai plein, mais je n'avais pas pensé à ces moyens technologiques. Bon, allez, c'est pas très grave. Alors, quelques tendances. Alors, en fait, j'avais envie de parler de plusieurs concepts qui illustrent assez bien, en fait, les différentes vagues, dont la manière, qui explique la manière dont la restauration acclimate cette idée d'exotisme. Il y a une première marque qui vient d'arriver en France qui est intéressante, qui s'appelle Chipotle. Alors Chipotle, donc c'est une marque américaine qui a plus de 1000 points de vente. Ils ne partent pas avec un nom facile à prononcer, il faut qu'il soit sur leur concept. Oui, mais Chipotle, en fait, c'est d'abord un nom mexicain, c'est le piment fumé, donc qui a l'avantage d'être suffisamment exotique et en même temps relativement proche. Le nom est exotique, voilà. Le produit initial aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une cuisine qui pour nous est très lointaine, mais aux États-Unis est plus proche, puisque c'est le Tex-Mex qui, eux, c'est quasiment comme l'Italie pour nous. Et donc, c'est une chaîne qui s'est développée de façon intéressante en prenant un plat d'une culture différente, mexicaine, et qui l'a parfaitement adapté aux usages contemporains. Puisque Chipotle, donc c'est des tortillas qu'on garnit à volonté avec une viande qu'on choisit, du guacamole, des haricots rouges, de la salade, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'on raconte une vraie histoire dans une tradition culinaire identifiée. Et en même temps, on a les codes d'aujourd'hui, puisqu'on est dans de la restauration rapide, qui est préparée à la commande. Donc, on a la réassurance sur la fraîcheur. On peut choisir son plat, on le voit faire au fur et à mesure, et on voit à quel point donc, ce type de recette peut fonctionner dans un monde contemporain, même si elle a été inventée au début du XVIIIe siècle. Un bel exemple. D'autres exemples? Alors, c'est vrai que les exemples, c'est toujours très, très, très parlant. Oui, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à ça. Alors, ce qui est marrant, donc, c'est Chipotle, c'est un peu le politiquement correct de la restauration, puisque c'est vrai qu'ils sont quand même dans le respect d'une tradition. Ils ont un nom qui est très en résonance avec leur concept. Si c'est passé par le marché nord-américain, c'est forcément politiquement correct. Quand c'est vrai qu'en restauration, ça a été, je dirais, aseptisé souvent. Est-ce que ça l'est trop? Ou est-ce que ça garde quand même de la force conceptuelle? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que les Américains ont cette force incroyable de suivre de près leurs clients, d'interroger tout le temps leurs clients. Donc ça leur donne une pertinence sur leur offre qui est assez impressionnante. Et en même temps, on voit que ça tend à limiter et à normer leur offre, parce qu'aujourd'hui, dans un restaurant, quel que soit le niveau quasiment de la prestation, on a des soupes, des salades et des sandwichs, parce que c'est ce que les gens demandent. Donc on a un nivellement vers le bas de la prestation. C'est la phrase de Ford qui disait « Je n'avais fait qu'écouter mes clients, je leur aurais fait des chariots avec un toit un peu plus haut, etc. » Donc c'est vrai qu'à un moment, il a fallu faire des automobiles. Mais donc un concept intéressant, Chipotle. D'autres concepts peut-être? Alors justement, ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est qu'en réaction justement à cette harmonisation très forte de la restauration, on a vu apparaître le phénomène des food trucks, qui a démarré en 2007 et qui apporte, alors c'est vrai qu'on est un peu dans de l'écume de tendance, parce que c'est encore un petit marché. J'en ai vu un sur le parvis du Ciel en arrivant. En France aussi. Tout à fait, ça y est, ça commence. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que les food trucks se sont développés en réaction. Je vous coupe, mais nos amis ch'timi et nos amis belges, qui sont nombreux sur le Ciel, vont nous engueuler en disant « Mais nous, les cabanes à frites, ça fait longtemps que… » Enfin, je referme la parenthèse, je vous rends la parole à Anne-Claire Paré. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les nouveaux food trucks, ils ont une grande spécificité. C'est qu'ils ont une cuisine qui est plutôt plus élaborée que la moyenne, parce que la difficulté qu'ils avaient, c'était de concurrencer des restaurants en dur. Aux États-Unis, il y a des restaurants partout. On ne peut pas faire un pas sans avoir d'être nez à nez avec une prestation de restauration. Donc le food truck devait vraiment apporter quelque chose de différent, et c'est pour ça qu'ils ont proposé des choses qui décoiffaient à mort en restauration. Le premier à se faire connaître, c'est un food truck qui s'appelle Koji Korean Barbecue,
donc qui fait en fait des brochettes et de la garniture coréenne dans des tacos. Hein, donc vous avez donc leur plat signature. Ça s'appelle de la cuisine fusion, si j'ai bien retenu la leçon. Là, on est. C'est pas vraiment de la fusion, parce que la fusion, c'était un peu on essayait de mélanger un peu tout, et donc là, on est plutôt sur, on prend des choses différentes et on les ajoute. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est eux un peu qui ont initié, hein, avec quelques New-Yorkais, donc le mouvement des food trucks. Et Kojin Korean Barbecue, en fait, a bien marché parce qu'ils avaient cette offre qui était différenciante, qu'on trouvait nulle part ailleurs. Et ils avaient aussi une très forte présence sur les réseaux sociaux. Hein, donc ils avaient 80 000 followers et c'est ça un peu qui a permis le démarrage du concept. Ouais, puis là, on imagine, on a des followers. Par définition, le camion peut bouger, les followers ils suivent. Donc c'est évidemment un élément création de trafic, etc. Très intéressant ce concept. Alors éthique, histoire des différents concepts, on en est où du coup aujourd'hui en 2000 ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être aussi ? Enfin, alors j'avais un autre exemple qui est marrant aussi parce qu'il s'appelle Japadogs. Donc je pense que vous aurez tous deviné que c'est du hot dog japonais. D'accord. C'est un mariage un peu. Nos amis coréens cuisinent aussi des caniches, donc j'ai eu très peur au moment, mais non. Alors là, en fait, pas très peur, mais en tout cas, on se dit voilà nos concepts très innovants en tout cas. Alors Japadogs, en fait, c'est marrant parce que ce sont des Japonais donc qui ont émigré à Vancouver, donc parce qu'ils voulaient faire de la restauration différemment, et donc ils ont pris un produit très consensuel, le hot dog, qu'ils ont réinventé donc à la sauce japonaise. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on retrouve un peu notre discussion de départ. C'est que même si le mélange est un peu incroyable, hein, puisque vous avez une saucisse marinée teriyaki dans un pain aux algues, etc., vous avez quand même une vraie histoire. Ouais. Il y a une vraie histoire. Donc c'est ça que moi je retiens et qui fait aussi que ça marche, c'est que c'est quand même des Japonais qui ont été à Vancouver et donc ils ont commencé comme ça en kiosque et donc ça marche très bien. Ils ont 14 kiosques en Canada, ils viennent d'ouvrir à New York et donc on voit que même des mariages très osés, s'il y a une histoire derrière, ça peut marcher. Yves-Marie Le Bourdenec, quand on va en Allemagne, souvent, les bouchers ont à côté une petite espace où ils nous font rôtir, frire, on pense aux saucisses. Alors, ce n'est pas évidemment les mêmes produits. En France, non, pas assez ou pratiquement jamais. Pourquoi ? Parce que c'est deux métiers différents. Et mais c'est la viande, c'est une expérience client, c'est une histoire. Je suis d'accord avec vous, c'est pas assez. Je suis d'accord avec vous, c'est pas assez. C'est une tendance qui va se développer. Qui commence à se développer. Moi, je pense par exemple aux food trucks, les burgers, par exemple. On commence à voir ça venir. Moi, j'ai une collaboration actuellement dans un nouveau concept de burger haut de gamme. Parce que c'est un petit peu l'avenir aussi de nos. Donc c'est un petit peu de la fusion aussi. Hein. Ouais. C'est blend, ouais, voilà. Mais il y en a d'autres qui se sont créés. Il y a Big Fernand, il y a le Camion qui fume, qui est un food truck qui vend ce genre de produit. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faudrait plus d'associations entre le boucher et le restaurateur pour montrer le produit. Il y en a mettre en situation, l'expérience client de notre profession et il faut s'ouvrir à ces choses-là. Alors j'ai moi aussi un steakhouse que j'ai associé à mon magasin il y a 1 an maintenant, où on y présente une viande qu'on ne trouve pas en France. Elle vient d'où? Et qui ne vient surtout pas des États-Unis. Ah ouais, qui vient d'Argentine. Non, qui vient de Pickering, dans le nord de l'Angleterre. En fait, je veux montrer que à portée de camion, on a aussi des produits qui peuvent tout à fait correspondre à la restauration aujourd'hui, parce que c'est vrai que la restauration aujourd'hui, la viande dans la restauration aujourd'hui, une excellente viande anglaise, je ferai de la provocation en disant que c'est un produit exotique. Une excellente viande anglaise, non, on sait qu'aujourd'hui les Anglais sont les meilleurs éleveurs du monde. Je suis désolé, je vais faire hurler, mais aujourd'hui, là, ils sont les meilleurs éleveurs du monde. On va avoir quelques tweets ou quelques... mais ils sont capables de nous faire une viande à l'herbe, jeune, qui colle parfaitement au marché. D'ailleurs, il faut savoir que l'Argentine, les États-Unis et le Brésil utilisent la génétique anglaise Angleterre, depuis Angus, 300 ans. Depuis 300 ans. En Angleterre, on a tout perdu après l'époque de la vache folle et on a recommencé tout parce qu'ils ont l'origine de la génétique. Hein. Ils ont une variété de races bovines à viande formidables. Ils ont des typicités dans chacune de ces races qu'ils peuvent utiliser. Ils font de la viande comme on fait du vin en France. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Ils font des associations de... C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que est-ce que parce que vous parlez de la boucherie justement, manifestement vous avez cette curiosité, cette capacité d'innovation. Mais c'est ça, l'avenir de la boucherie, c'est ça, c'est vraiment, je vous présente un cru, enfin, pas le cru, mais c'est ça vraiment, cette viande et la fameuse histoire dont nous parle, évoquée par Anne-Claire Paris, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça, c'est le talent de l'éleveur d'aller faire un métissage, c'est un éleveur anglo-saxon de manière générale, qu'il soit
en Angleterre, en Écosse, en Argentine même, ou aux États-Unis, en fonction de son paysage, en fonction de son propre caractère, en fonction de la nourriture disponible chez lui, va faire un habile métissage de races souvent d'origine anglaise. Métissage, mixité, voilà, authenticité, storytelling. Pour obtenir une viande qui on a colle à un marché actuel. Voilà. Très bien. En France, on a un peu une obsession de la race pure, la limousine, la charolaise, qui sont des races formidables. Alors, on est pratiquement à l'inverse du coup de ce qu'on fait en pinard, si on passe l'expression. Voilà. On a des vins d'assemblage d'exception. Voilà. On gueule parce que les autres Les font Américains du font merlot, un mono, du cépage franc, et on fait l'inverse en on viande. ne pourrait pas imaginer un monocépage en France. Ouais, donc c'est effectivement un très très bel exemple. Vous voulez réagir? Je vous redonne ensuite Oui. C'est un point effectivement extrêmement important. La mixité des cultures a fait qu'on a aujourd'hui un répertoire, une offre, comme on dit, extrêmement large, mais que dans le même temps, pour diverses raisons qu'on ne développera pas tout de suite, on a aussi un rétrécissement et une profondeur qui s'est totalement aplatie en termes de goût. Je lisais récemment au prépa, il y avait, je crois au siècle avant-dernier, 85 catégories de melons ou espèces de melons. Il n'y en a plus que 2 ou 3 ou 4 ou 5. Je ne sais pas combien il y a de figuiers, bref, etc. L'un des leviers, et ça, moi, je le vois à travers des interrogations de consommateurs, l'un des leviers aujourd'hui, c'est de retrouver des éléments de typicité, des éléments de différenciation. Là encore, on revient à la langue. Hein. Comment peut-on apprécier, et c'est un levier très important que le plaisir de manger, pas seulement qu'en France d'ailleurs, c'est assez, on va dire, presque universel. Comment est-ce qu'on peut le comprendre, le retrouver? Typiquement en opposant des goûts. C'est un système d'opposition, les goûts. Un goût n'a pas de sens en tant que tel. Il n'a de sens que comparé à un tel. Et le vin est formidablement un formidable exemple. Et ce que vous dites également sur la viande est un formidable exemple. Je crois que c'est un des vrais leviers aujourd'hui du développement de l'innovation, qui est celui effectivement de retrouver de la profondeur de choix. Et d'ailleurs, les maraîchers ont commencé à le faire. Hein. On ne trouve plus maintenant, depuis plusieurs années, un seul type de tomate, etc., etc. Donc effectivement, beaucoup de territoires où les initiatives, les inventions, on a beaucoup parlé dans les journées précédentes ici même, à la tribune de Cial TV, par exemple de la prise de conscience autour du gaspillage, et notamment, je pense aux légumes disqualifiés, je pense à un certain nombre d'univers où on retrouve, alors là, pour le coup, vous parliez de raconter une histoire, raconter l'histoire d'un produit qui est bon, qui va être gaspillé et que l'on peut mettre à disposition, c'est aussi répondre à pas mal de nouvelles aspirations. Alors, Yves-Marie Le Bourdonnec, vous êtes vraiment impliqué à plusieurs niveaux, je vous trouve même limite modeste, parce que vous nous avez raconté, j'ai dû presque vous pousser pour nous parliez de ce que vous faites en restauration. Vous êtes aussi active avec une association pour justement dynamiser un petit peu la filière, les bonnes pratiques. Alors parlez-nous un petit peu de cette dynamique et de ce que vous faites, de ce que vous avez sourcé, vu et qui peut donner un petit peu... Vous parlez du mouvement I Love Bidoche. I Love Bidoche, bien entendu. Alors c'est un mouvement, j'ai dit association, c'est peut-être pas une asso. C'est plutôt un mouvement, ouais. C'est un label. Une consonance en plus anglo-saxonne, volontairement provocatrice. Pas que, mais I Love Bidoche. Volontairement provocatrice. Alors l'idée, c'est justement de secouer un peu le cocotier. Vous savez, il y a une anecdote très marrante. L'ancêtre du salon d'agriculture en France est le concours agricole de Vincennes. Au concours agricole de Vincennes en 1900, on a la race Hereford, qui est la race anglaise la plus représentée dans le monde, a remporté la totalité des prix du concours agricole de Vincennes. Ça a dû plaire. La perfide Albion nous ramenant... La boucherie française de l'époque, profondément vexée, a décidé que plus jamais une race anglaise ne pourrait venir concourir à... voyons donc. Et ce jour-là, on s'est tiré une balle dans le pied. Parce que la Hereford est la race au monde qui valorise le mieux le paysage. La Hereford peut se développer dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une solution de nourriture pour le monde entier. Parce qu'elle peut se nourrir du paysage. Et nous, on a refusé ça. Et on a dit, non, ça sera principalement la charolaise et la limousine qui seront nos races à viande. Parce qu'elles ont 70% de muscles consommables. Alors moi, je veux dire, par ce mouvement, d'abord, je voyage beaucoup, je rencontre des bouchers dans le monde entier, je rencontre des éleveurs dans le monde entier. Et j'ai bien compris que la solution de l'avenir, c'est d'abord de niveler par le haut, enfin de tirer par le haut, et de retrouver une viande goûteuse, de qualité, qui soit logique dans un paysage, qui soit le taux de viande que l'on coupe à la fourchette dans les pays étrangers est supérieur à celui qu'on a en France. Alors, il
il y a aussi des excès. Je ne vais pas parler de la production américaine qui est principalement en feedlot, ça devient du ou yaourt. d'Argentine, principalement en feedlot, mais on a aussi des très bonnes productions aux États-Unis, des très bonnes productions en Argentine. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut s'ouvrir au monde. On a besoin, nous en France, de s'ouvrir au monde pour voir ce qui se passe ailleurs et ne pas oublier que finalement notre histoire est très courte, enfin n'est pas très ancienne. Notre histoire de la viande est plutôt très récente, même par rapport. Vous voyez, les Anglais font rôtir la viande depuis le XVIe siècle. Quand on dit ça, on est très étonné. On pensait qu'ils faisaient tout bouillir. On pensait qu'ils ne faisaient que de l'agneau à la panse menthe. de veau, voilà, c'est ça. Non, ils font rôtir la viande depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont conçu des animaux qui sont adaptés à la viande rôtie depuis le XVIe siècle. Nous, en France, il y a 150 ans, nous avions des races mixtes qui permettaient à la fois de produire du lait, de travailler les champs et en même temps qui permettaient d'avoir de la viande. Et ces races mixtes. Cette authenticité aussi, dont on parle, qui est au cœur de notre débat, on l'a perdu. Notre authenticité, je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, l'image de la ferme en France, c'est Martine à la ferme. Voilà, l'image de la ferme en France, elle date des années 50. Mais l'erreur a été faite déjà à la fin du 19e. Non, il faut revenir à ces animaux qui se valorisent du paysage, qui mettent en valeur le paysage et qui se nourrissent du paysage et qui va correspondre aujourd'hui aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on va consommer, qu'on la consomme même bouillie ou rôtie ou grillée ou en carpaccio ou dans tous les nouveaux modèles de préparation de la viande ou même à basse température ou en sushi, parce que moi je fais même des maquis de bœuf. Il faut aujourd'hui des animaux qui ont moins de collagène, il faut des animaux qui ont un minimum de gras, mais je parle d'un gras de qualité. Il faut, il faut mixer nos races et déjà les installer dans leurs caractéristiques. Hier, on parlait de santé, on a dit la réponse, c'est l'éducation. Hier, on parlait de gaspillage, on a dit la réponse, c'est l'éducation. Je me rends compte qu'effectivement, peut-être dans ces domaines de mixité des cultures, tout simplement de dynamisation d'une filière, la réponse est encore l'éducation, Yves-Marie Le Bourdelec. Oui, dans l'éducation, de l'explication et s'ouvrir au monde. C'est très important qu'on s'ouvre au monde, très très important. Anne Carparé, moi je suis complètement d'accord sur l'audace et l'ouverture au monde. C'est vrai qu'en France, on a un patrimoine culinaire exceptionnel, alors parfois un peu surévalué, visiblement sur la viande rôtie. Exceptionnel, mais il semblerait qu'on soit parfois aussi complètement autiste. Enfin, on l'a été, espérons que les... Et c'est vrai que par contre, on a une manière de parler, de valoriser, de communiquer sur ce patrimoine et de l'adapter aux usages contemporains qui est vraiment en retard par rapport à d'autres pays. L'arrogance française que nos amis étrangers nous reprochent souvent se traduit parfois par... un peu déplacé, ça c'est clair. Voilà. Oui. Merci. Surtout, c'est vrai, sur l'adaptation aux usages contemporains. Michel Reynard, est-ce qu'on a tout dit? Vous nous aviez préparé une analyse des tendances. Est-ce qu'on a tout... Moi, je vous ai probablement pas tout dit, mais parce qu'il y a sûrement beaucoup d'autres choses à dire. Les choses que je voudrais ajouter, c'était de dire en fait que, c'était un peu ma conclusion, c'était de dire que cette question de l'exotisme et de la mixité et les clés de son succès, c'est pas propre à l'exotisme, c'est propre aux grandes tendances alimentaires et que donc il y en a 2, 3 que j'ai énoncées, il y en a une que je vais rajouter, qui est, là je pense moins du coup au circuit restaurant, etc. Je pense plutôt à la grande distribution. Il y a donc la santé, il y a donc ce que je développe sur la profondeur de l'offre qui doit faire. Et le troisième, c'est qu'il y a une tendance qui n'est pas simplement française, là encore, au plaisir de la cuisine. Alors, je ne vous dis pas forcément tous les jours, etc. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens, je dois avoir des chiffres que j'ai dû paumer dans mes notes. Mais en et tout je cas, crois que mes confrères de la télé-réalité y contribuent énormément. Mais ce qui est intéressant, oui, tout à fait. Mais ça n'est pas qu'en France. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a l'idée de le plaisir. Je vous confirme, les producteurs de ces émissions travaillent dans le monde entier. Mais je referme la parenthèse. Absolument. Ouais. Et donc ça aussi, c'est un troisième volet pour l'innovation et en particulier pour la grande distribution, qui est tout ce qui est développement de kits, tout ce qui est développement, parce qu'évidemment, on fait de la cuisine d'aujourd'hui et pas forcément de l'authentique du XVIIe ou du XIXe siècle. Et oui, ça peut arriver, mais bon, les kits de c'est les kits de préparation, ce que les Anglais appellent les recipes mixes, etc., et qui sont effectivement un formidable levier de développement. En tout cas en France, parce qu'en France aujourd'hui, c'est un marché qui n'existe quasiment pas. Voilà. Eh bien, une belle piste opérationnelle pour nos amis de la filière.
à l'écoute de ces tendances, cette mixité. Il nous reste en gros 4 minutes, ça tombe bien, hein, ça vous laisse au moins 1 minute 20 chacun. Un point, alors je crois que vous avez épuisé l'ensemble des thèmes, mais un point donc, que vous auriez aimé traiter, que vous n'auriez pas pour l'instant pu évoquer. Une idée force pour fixer un petit peu les débats. Allez, un dernier table pour les conclusions. Allez, on a commencé avec un expert. Terminons par courtoisie avec les dames. Voilà, Anne-Claire c'est Paré. les usages français, finalement, quand même du bon. Il était temps, hein, vous avez dit, Bah oui, on aurait pu on se commencer par rattrape là, sur mais la on m'a dit fin. on commence par la partie chiffres. Donc, Anne-Claire Paré. Non, le mot de la fin, moi je vais rester dans mes bottes, voilà, de dire que cette ouverture au monde, c'est un magnifique levier, de magnifiques pistes pour innover. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des acquis incroyables et regarder ailleurs pour intégrer d'autres cultures, d'autres manières de parler, de vendre, de distribuer. C'est vraiment une source d'innovation sans fin et souvent très profitable. Anne-Claire Paré, directrice du cabinet Bento, merci d'avoir participé à cette émission. Allez, un petit mot de conclusion si vous deviez aller résumer en 60 secondes l'essentiel de votre intervention. Pas résumer, je veux juste faire écho à ce qui vient d'être dit. Et pour rassurer, le modèle français reste très puissant. Là, on a encore des traits extrêmement différents d'autres pays, même si les choses vont convergent. La France est c'est en chiffres un pays qui grignote le moins, qui valorise le plus le repas encore à table, même si cette chose-là diminue. Le plaisir de manger. L'obésité commence à aller en France, et ce n'est pas un phénomène européen, on commence à stabiliser le phénomène. Tout à fait. Le plaisir est important, le plaisir de partager. Bref, le modèle français n'est pas en péril. Et effectivement, on a tout intérêt à s'ouvrir, à partager, à mixer, à donner de la profondeur au-delà de la largeur, etc. Et on n'est pas obligé de flinguer les bœufs anglais pour préserver notre qualité et notre modèle à la française. Merci Michel Reynard, directeur de l'unité qualité innovation au sein du cabinet TNS Sospress. Alors, conclusion des conclusions, Yves-Marie Le Bourdelec. Alors, moi, je voudrais quand même donner un petit peu une perspective d'avenir. Je vais être très corporate, on va dire, je vais parler de ma profession. Vous avez raison, nous, les bouchers artisans, on a une chance inouïe. On est les seuls aujourd'hui à être au courant, à maîtriser l'amont et l'aval. On est les seuls aujourd'hui à connaître nos éleveurs et à connaître nos consommateurs. Nous, on est capable, on peut avoir cette vision d'ouverture sur le monde. À nous d'orienter cette ouverture. On a un vrai rôle à jouer dans l'avenir de la filière viande. Parce qu'on est capable de dire à nos éleveurs, ben voilà, nos consommateurs, ils veulent une viande tendre et goûteuse. Eh bien, on va vous montrer quels sont les modèles idéaux pour faire une viande tendre et goûteuse. Bien sûr qu'on ne va pas faire de la viande anglaise, on va faire avec nos races françaises, nos races mixtes, qui étaient des races qui se valorisaient très bien comme ça avec de l'herbe et qui peuvent faire une viande qui va parfaitement coller au marché. Donc voilà, moi ce que je veux dire à tous mes amis bouchers qui sont une profession formidable, il n'y a pas beaucoup de corporations comme ça dans le monde, dans tous les pays modernes qui ont cette maîtrise du métier. Eh ben, j'ai envie de leur dire, les gars, vous avez un vrai rôle à jouer dans l'avenir. Allez-y, saisissez votre chance. Yves-Marie Le Bourdelec, où est-ce qu'on peut retrouver et goûter ces produits d'exception? Vous n'avez pas du tout fait de promo, ça se passe. Non, je ne suis pas là pour faire de la promo. Si on veut se régaler, on va dans quelle ville, à quelle adresse? À Paris et à Agnières. Merci Yves-Marie Le Bourdelec et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté très nombreux. Merci à nos téléspectateurs qui, depuis le début des programmes de Cial TV, nous donnent raison. À très bientôt à l'antenne de Cial TV.